il y a un moment où quand on respecte pas les lois du milieu, on se fait éjecter du milieu, c'est normal quoi. Donc expliquer la domination, les relations de domination du système capitaliste par des complots, je crois que c'est faire fausse route. Lorsque je tournais fin de concession, dans ce bureau, Bernard Tapie a fait un rappel par erreur sur son téléphone portable. Non, je crois que je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Pas tant dans le fait qu'elle était muselée, mais dans le fait que dans les écoles de journalisme, déjà, on habituait ou on formatait les apprentis journalistes pour qu'ils soient opérationnels dans les médias, où il fallait qu'ils fassent ce qu'on leur demandait de faire. Il fallait qu'ils soient conformes à ce qui était demandé dans ces grands médias. Et ça s'apprenait dès les écoles de journalisme. Donc en étant passé par une école de journalisme, j'ai eu l'occasion de voir comment on nous apprenait un certain vocabulaire, on nous apprenait à travailler vite, on nous apprenait à ne pas nous poser trop de questions, on nous apprenait à admettre comme une évidence les contraintes du métier et de ne pas en discuter. C'était indiscutable, c'est comme ça. Un journal télévisé, c'est comme ça. Une émission de radio ou un magazine de radio, c'est comme ça. Un papier de presse écrite, ça se fabrique comme ça. Alors qu'on pouvait se poser des questions sur est-ce qu'il ne nous faudrait pas un peu plus de temps pour nous documenter, pour nous plonger ou aller sur le terrain. Euh, voilà, c'est des questions que l'on ne se posait pas. Et après, bien entendu, dans les entreprises de presse, c'est encore pire. Non, je suis pas. Enfin, je suis arrivé à la télévision pour gagner ma vie au départ. Hein. J'ai travaillé à France 3 comme caméraman d'actualité. Après être sorti d'une école de journalisme, c'était pas une vocation pour moi d'aller à la télévision. Hein. C'était plutôt au départ de. J'ai fait différents métiers. J'ai été animateur socioculturel. J'ai fait des études d'animation socioculturelle. J'ai fait tout un tas de métiers avant de me retrouver dans une école de journalisme et puis de rentrer à la télévision. Mais j'avais entre-temps échoué à une école de cinéma. Donc non, c'était pas une vocation pour moi de faire la télévision. Et puis ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré à peine quelques années, le temps de me faire éjecter de la télévision. Quand Striptease est arrivé en France, c'était une émission qui existait en Belgique déjà. Moi j'étais un peu arrivé aux limites de ce que je pouvais faire dans le cadre des émissions qui existaient à la télévision française, d'où je m'étais fait souvent virer. Et j'ai trouvé asile à Striptease. En fait, ça a été. Après, j'étais assez content de pouvoir travailler avec les contraintes qui étaient celles de striptease, c'est-à-dire devoir raconter les choses uniquement avec des images et des sons, sans faire appel à une voix off ou à un commentaire en voix off. C'est des contraintes qui me convenaient à ce moment-là très bien, même si dans les films que j'ai fait par la suite, certains comportent une voix off et d'autres n'en comportent pas. Mais c'était un endroit où bon, moi j'ai appris à raconter des histoires avec uniquement des images et des sons, ce qui est, je pense, le b.a.-ba du métier de réalisateur, en tout cas en matière de documentaire. Et puis les contraintes de durée, on faisait des sujets à l'époque de 13 minutes. Euh, bon, ça me convenait. Certains ont été édités en DVD, notamment le Désarroi esthétique, là, le portrait d'un publicitaire rentier, devenu rentier. Je pense qu'en 13 minutes, on a le temps de raconter des choses pas inintéressantes, même si ça n'a rien à voir bien sûr avec les longs métrages, avec le fait de disposer d'une heure et demie ou de 2 heures pour raconter quelque chose. Mais en tout cas, c'était dans les émissions de télévision, je pense que c'était parmi les émissions de télévision, Striptease, l'une de celles qui étaient les moins pires, voilà, celles qui nous permettaient. Même le temps de montage était relativement élevé. Pour 13 minutes, on avait 2 semaines de montage. C'est rarissime à la télévision française qu'on dispose de disposer de 2 semaines de montage pour monter quelque chose qui fera 13 minutes à l'arrivée. Hein. En général, c'est quelques jours à peine. Oui, moi j'ai expérimenté. Enfin, il me semble que la télévision, ça a été formateur aussi pour moi. Enfin, pas la télévision, mais certaines émissions de télévision comme Striptease m'ont permis d'apprendre mon métier de réalisateur.
m'ont permis d'expérimenter des choses qui sont pas toutes réussies d'ailleurs, hein. Pour certaines sont assez ratées, mais j'ai pu tâtonner à la télévision. Moi je suis un autodidacte, donc j'ai pas fait d'école de cinéma, je suis ni de documentaire, donc j'ai appris sur le tas en faisant tout un tas d'expériences et avec des influences qui sont pas forcément d'ailleurs audiovisuelles. D'abord, pas vu à la télé, c'était pas la première fois qu'on me censurait à la télévision, c'était déjà arrivé précédemment. J'avais eu des ennuis avec une chaîne de télévision lyonnaise qui m'avait embauché au début de ma carrière, qui m'avait viré. Ensuite, avec le PDG de France Télévisions, qui s'appelait à l'époque Antenne 2, ça s'appelait pas France 2, Hervé Bourges, qui avait censuré un reportage sur une fausse interview du chef d'État cubain Fidel Castro par Patrick Poivre d'Arvor, le présentateur du journal télé TF1. Bon, etc., etc. J'avais été confronté déjà plusieurs reprises à des actes de censure de la part de patrons de chaîne, avant qu'Alain de Greff, le numéro 2 de Canal+, ne censure pas vu à la télé. Euh, Bon, après, c'est logique, hein, je respectais pas des règles qui étaient tacites, c'est-à-dire de s'arrêter à certains moments, de ne pas aller au-delà d'une certaine ligne, de ne pas franchir une certaine limite. Donc il y a un moment où quand on respecte pas les lois du milieu, on se fait éjecter du milieu. Enfin, c'est normal, quoi. Donc vous y attendez un peu. Bah oui, je m'attendais, je veux pas jouer les faux naïfs, je m'attendais à ce qu'en faisant certaines choses qui étaient interdites ou tabous à la télévision ne veuille plus de moi, c'était relativement logique. Mais après, elle l'assumait pas. Les gens de télévision prétendent toujours qu'on peut aborder tous les sujets à la télévision, qu'il n'y a pas de censure, que... bon, tout ça c'est du pipeau, bien sûr. Donc moi, je jouais le rôle de révélateur, en quelque sorte. Pas vu, pas pris, le film qui a été réalisé à la suite de la censure pas vue à la télé par Canal+, euh, c'était pour moi l'occasion, l'opportunité de restituer au spectateur en adoptant la position du traître. J'étais le traître de la télévision qui allait raconter à l'extérieur ce qu'il avait pu observer de l'intérieur. Ce qui est toujours une position intéressante dans quelque milieu que ce soit. Donc je me suis retrouvé dans cette configuration d'avoir la possibilité d'aller raconter des choses que j'avais observées directement, que j'avais pu enregistrer et que je pouvais rapporter à l'extérieur. Donc c'est ça qui faisait la force du film. Si ça avait été euh, des gens de l'extérieur de la télévision qui avaient critiqué la télévision, ça aurait eu moins de force. Tandis que là, c'était quelqu'un qui en faisait partie de ce système. Enfin, j'en ai fait d'une certaine manière partie du système télévisuel avant de me faire éjecter. Donc mais je me suis toujours tenu au travail. Voilà comment s'opère le travail de censure. C'est un film sur le travail en fait, hein, pas vu, pas pris. C'est voilà comment travaille la censure. Voilà comment travaille une chaîne pour faire croire qu'elle est sympathique, Canal+, alors qu'elle se comporte comme toutes les chaînes de télévision, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux de pouvoir énormes et ceux qui voudraient exercer un certain contre-pouvoir, on les vire, on les éjecte. Euh, Ça n'a rien de voilà d'extraordinaire. C'est simplement nouveau à l'époque. Personne n'a encore fait ce boulot-là, d'aller montrer ce travail, d'aller restituer cela. Oui, moi je suis heureux, plus heureux en tout cas à l'extérieur de la télévision qu'à l'intérieur. J'ai réussi à l'extérieur, dans le monde réel, on va dire. J'ai réussi à faire à réaliser plusieurs longs métrages, à faire en sorte qu'ils soient vus dans les salles de cinéma ou en DVD ou sur Internet. Donc je suis plutôt un privilégié de ce point de vue-là. J'ai plutôt la chance d'exercer mon métier de manière relativement indépendante. Après, on n'est jamais complètement indépendant, on est toujours tributaire de contraintes économiques. Il y a des films qui me sont inaccessibles, que je pourrais pas faire, ou que je n'imagine même pas de faire, donc j'imagine même pas d'écrire le scénario, parce que je sais que j'aurais pas les moyens de les réaliser. Donc ça, c'est des contraintes, c'est des censures qu'on incorpore. C'est de l'autocensure que l'on incorpore. On, on n'est jamais totalement libre et indépendant, ça c'est faux. Mais c'est quand même un luxe de travailler comme moi je l'ai fait pendant, on va dire, de pas vu, de pas vu pas pris jusqu'à fin de concession, en gros, pendant 15 ans. Ça a été un luxe de pouvoir fabriquer des films pour la télévision. Pour la télévision.
pour le cinéma après avoir travaillé à la télévision. Vous avez des soutiens, collaborateurs, du coup vous avez D'ailleurs, c'est essayé de marrant, travailler sur... je repense au lapsus que je viens de faire pour la télévision. En fait, moi, je crois que j'ai jamais cessé de faire de la télévision. Simplement, la manière que j'avais de faire de la télévision n'a plus sa place à la télévision. Voilà. Elle l'aurait eu à une époque, elle n'avait plus à partir de la fin des années 90. Mais c'est pas par hasard que j'ai fait ce lapsus. Je crois que j'ai toujours finalement fait des objets télévisuels, relativement télévisuels, mais cette télévision-là n'avait plus droit de citer sur le petit écran. Voilà. Donc elle s'est retrouvée au cinéma. Et c'est presque par accident. C'était pas l'objectif premier. Quelle était la question? Bah oui, il y a toute une bande de gens avec qui je travaille. Dans le dernier film Hollande, DSK, etc., enfin l'enquête qu'on a réalisée sur la dernière élection présidentielle, on est une quinzaine à avoir travaillé dessus. Ce sont des gens qui sont ravis de bosser sur une production indépendante, mais qui par ailleurs travaillent, pour certains, à la télévision. Hein. Mais ils y trouvent leur compte de pouvoir aussi travailler sur ce type de production, de réalisation. Et oui, on ne peut pas travailler tout seul. Si, il y a des gens qui peuvent travailler tout seuls. Hein. Il y a des réalisateurs indépendants qui sont vraiment très isolés ou qui bossent seuls dans leur coin. Moi, c'est pas le cas. Moi, j'ai toujours été entouré par des gens qui ont trouvé un certain intérêt à m'accompagner dans ces projets. Si, financièrement, pendant longtemps, j'ai vécu grâce aux recettes de ces films-là. Enfin, pas aux recettes, au fait d'avoir fait des films qui ont été produits notamment par Annie Gonzalez, la productrice de la plupart de mes films. Euh, Ces films ont généré un certain nombre de recettes, ont permis d'en faire d'autres, et j'ai été payé comme réalisateur sur tous ces films. Donc j'ai pu, pendant un certain temps, avoir le statut d'intermittent du spectacle, que j'ai perdu à une époque. Ce qui fait que ces dernières années, ça a été beaucoup plus dur, les films ont fait beaucoup moins d'entrées, depuis Chicheron dernière, fin de concession. Le dernier, on l'a pas fait pour le cinéma, on l'a réalisé pour Internet, DSK, etc. Donc ces derniers temps, c'est beaucoup plus dur pour moi, mais en même temps, ce qui n'a pas de prix, c'est le fait de travailler de manière indépendante. Ça pour rien au monde. Et pour l'instant, j'arrive encore, avec des budgets de plus en plus faibles, à réaliser des films. D'accord. Donc je me plains, voilà, non, tout ça pour dire que j'ai pas à me plaindre, quoi. Mais je roule pas sur l'or, c'est sûr, mais j'ai pas à me plaindre parce que j'arrive encore à exercer mon métier dans de pas trop mauvaises conditions. Quoi. En échange, vous avez la liberté. Oui, voilà, c'est ça la contrepartie. Enfin, une liberté relative quand même. Hein. Il y a des choses qu'on s'interdit de faire parce qu'on n'aura pas les moyens de les faire. Bon, là, c'est pas allé jusqu'à une pression judiciaire, c'était une tentative d'intimidation, c'était simplement des menaces. Hein. Donc, c'est pas allé au-delà de. Il me semble que sur le site, il y a aussi un avocat qui vous avait contacté. Oui, ça c'est l'avocat de Laurent Geoffrin, le directeur de Nouvel Observateur, et de Renaud Dely qui avait voulu nous intimider lui aussi, mais c'est un rapport de force. Il se pose quand même la question si on l'attaque, est-ce que ça va pas faire de la publicité à son travail? Là, en l'occurrence, une enquête qui a été réalisée avec 3 autres réalisateurs. D'ailleurs, c'est même pas à moi qu'est adressée la lettre, c'est à Julien Brigaut, qui est co-réalisateur de Hollande, DSK, etc., la lettre de Jean-Michel Apathy. Et il ne faut pas se laisser avoir par ce genre d'intimidation. Ça pourrait faire peur à certains. Nous, on sait, on est habitués, on en a déjà eu d'autres, menaces de ce type. On sait qu'avant de risquer de nous faire de la publicité, ils vont y réfléchir à 2 fois. Et c'est ce qui s'est passé. Là, on n'a pas tenu compte de leur tentative d'intimidation. On a utilisé les images qui semblaient leur poser problème et ils sont pas allés jusqu'à un recours en justice. Quand on réalise des films, on a toujours une propension à manipuler le spectateur, à vouloir l'amener à un endroit, à vouloir le, le, le marionnettiser en quelque sorte. Après, est-ce qu'on commet ou pas cet abus de pouvoir? Est-ce qu'on en est conscient déjà? Moi, il me semble que Pas vu, pas pris, mon premier film, est un film très manipulateur, parce qu'on est sur des. Le spectateur, il est sur des rails, il est obligé quasiment comment dire, de trouver sympathique le personnage que j'incarne dans ce film, David contre Goliath, le petit qui se bat contre les gros, enfin c'est toujours quelque chose qui attire de la sympathie.
Donc il y a une manipulation affective du spectateur dans ce film-là. Il est, oui, il ne peut pas porter réellement un regard critique sur le personnage que j'incarne et les aventures qui sont les siennes. Il me semble que dans les derniers films, notamment Fin de concession, on n'est pas du tout, on n'est plus du tout dans le même registre. Je pense que le film est lui-même porte son autocritique, ou en tout cas une tentative d'autocritique, comporte une certaine autoréflexivité, et il me semble que le spectateur est plutôt dérouté que manipulé dans Fin de concession. Mais après, je ne nie pas qu'il y ait une propension, une tentation chez les réalisateurs, avec le pouvoir qui est le nôtre, de manipuler le spectateur. C'est toujours très agréable de le faire rire, de le faire s'émouvoir, lui faire partager certaines émotions. On a envie, mais il faut se l'interdire. Ou en tout cas, il faut que ce soit lui qui, à partir des éléments qu'on lui a fournis, fasse ou pas ce chemin-là. Même si, voilà, on peut imprimer une direction, mais après, c'est peut-être pas à nous, enfin, c'est sûrement pas à nous, dans la conception que je me fais du cinéma en tout cas, de lui dire quand est-ce qu'il faut pleurer, rire, s'émouvoir, etc., etc. Il faudrait que ce soit plutôt lui qui, peut-être guidé à un certain moment, ou en tout cas, mais prendre le spectateur par la main pour lui dire ce qu'il faut éprouver à un moment donné, je pense que c'est pas bien. C'est pas comme ça que je conçois le cinéma en tout cas. Mais ce que je dis là, c'est pas, enfin, il y a toujours un décalage entre ce que je raconte là et ce que je peux faire en tant que réalisateur. Peut-être que j'échappe pas, moi, effectivement, à cet écueil. Mais ça, c'est assumé dans les films. Dans les films, c'est complètement assumé. C'est que pour le spectateur, il n'y a pas de tromperie. Il voit bien la ruse que l'on utilise. Elle n'est pas cachée, elle n'est pas dissimulée. Ces manipulations-là sont même assumées. Donc là, il n'y a pas de tromperie pour le spectateur. Il sait à quoi s'en tenir. Bah, la principale limite, c'est de n'utiliser ces méthodes qu'avec les puissants. De ne pas utiliser cela avec des petits, avec des faibles, avec des gens qui n'ont pas la possibilité de se défendre. Donc on essaie, peut-être que je trouverai un contre-exemple, hein, mais on essaie en général de... On n'a pas de scrupules avec les puissants, voilà, pour utiliser ce genre de méthode. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit de petites gens, d'anonymes, de gens qui n'ont rien demandé, qui ne sont pas des personnages publics, je crois pas que ce soit ce genre de méthode que l'on utilise. Mais dans cette affaire, ce qu'on a fait contre Pujadas et son scooter, c'est vrai que sur internet, on a parlé que de cela et on a occulté le reste du film. Donc c'est pas tout à fait faux que cette action et sa médiatisation sur internet a occulté le reste du travail qui figure de la réflexion qui figure dans Fin de concession. Mais pourquoi on a été conduit à mener cette opération, c'est raconté dans le film. C'est qu'il y a un moment où on se sent un peu impuissant, on a l'impression que cette critique des médias que l'on avait opérée pendant un certain nombre d'années ne faisait pas réagir les gens que l'on attaquait, les gens qui nous semblaient dont les démarches nous semblaient néfastes ou nuisibles, les patrons de presse, les responsables de l'information, et qu'il fallait à un moment donné aller plus loin, qu'on ne pouvait pas se contenter simplement de les critiquer. Donc c'est un peu une réaction de c'est pas quelque chose qui est présenté comme exemplaire, le fait d'aller bomber le scooter de Pujadas. C'est montré comme, tiens, il y a un groupe à un moment donné qui a critiqué les médias et qui a vu les limites de cette critique, qui a touché les limites de cette critique et qui essaie d'inventer d'autres formes d'action peut-être plus efficaces ou différentes en tout cas des précédentes. Et il y a cette affaire du scooter de Pujadas, il y a aussi ces manifestations devant le dîner du siècle qui réunit les élites françaises le quatrième mercredi du mois, place de la Concorde à Paris. C'est, comment dire, dans le scénario du film, on comprend, je crois, pourquoi nous menons ce type d'opération. C'est parce que nous nous sentons impuissants à un moment donné contre ces médias puissants. Donc le spectateur, il a la possibilité de se faire une opinion là encore. Il n'est pas forcément obligé d'adhérer à cela. Il peut se dire oui, c'est minable, c'est dérisoire, ou ils ont raison, il faut tenter autre chose. Enfin, je crois que c'est relativement ouvert comme fin. Bah, en tout cas, on agit sur le réel, oui. Puisque aller manifester devant le dîner du siècle, aller bomber le scooter de Pujadas, aller
clouer le bec au directeur de l'Observateur et de Marianne lors d'une conférence à la BNF, c'est une action sur le réel, et qui est complètement assumée, qui figure même dans les films, dans les captations, les rendus audiovisuels figurent dans les films. Donc oui, je crois qu'il y a une... Pour nous, les films ne s'arrêtent pas au cinéma, quoi. D'ailleurs, c'est une partie des spectateurs des films qui ont été amenés à fabriquer ce genre d'opération et à participer à ce genre d'opération. C'est souvent en les mobilisant, en leur demandant de nous filer un coup de main, qu'on a pu se retrouver à 40, à 50, à 200 à mener ce genre d'opération. Donc on fait pas ça pour les films, mais en tout cas on se sert des films pour le faire, oui, ça c'est vrai. Donc plus que des films, il y a vraiment une action politique aussi. Oui, je pense que, je pense que derrière, il y a deux critiques des médias. Il y a une critique des médias qui critiquent les médias mais qui ne voudraient pas changer la société, comme si ces médias étaient indépendants du système capitaliste. Or je crois que nous, des gens qui sont plutôt des critiques, qui sont dans une démarche de critique radicale des médias, on n'imagine pas qu'on puisse critiquer les médias sans critiquer le capitalisme, sans critiquer la société capitaliste, sans critiquer les valeurs de la société capitaliste. Donc notre critique des médias, c'est pas une fin en soi. On sait que pour critiquer le capitalisme, il faut d'abord, ou pour essayer de le mettre à bas, il faudrait d'abord en finir avec ces médias qui permettent de garder les choses en l'état. Donc si on se bat contre l'ordre établi, il faudrait déjà se combattre un des principaux vecteurs de cet ordre établi qui sont ces grands médias. Donc tout ça, ça va ensemble pour nous. On ne dissocie pas les médias du reste. Donc c'est vrai, oui, c'est un combat probablement anticapitaliste. Bon, peut-être que j'ai des affinités avec un tel ou un tel, mais en tout cas, je ne crois pas que ça apparaisse dans les films. Si, ce qui apparaît dans les films, c'est que ce sont les gens qui ont des démarches anticapitalistes qui nous sont les plus proches. Mais après, c'est pas des films qui militent pour Mélenchon ou qui militent pour Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou ou Lévi Besancenot ou je ne sais qui ou Eva Joly. Euh, non, on n'a pas, enfin voilà, on n'est pas là pour dire aux gens pour qui il faut voter ou à quel parti il faut s'affilier. C'est pas notre boulot ça. Mais après, on peut avoir des sympathies qui sont pas masquées et qui apparaissent même dans les films. Oui, parce qu'on voulait embarquer Mélenchon au dîner du siècle. On voulait qu'il appelle ses troupes à aller manifester devant le dîner du siècle, dans le cadre d'une manifestation de type illégal, puisque c'était des manifestations non déclarées sur la voie publique, celle que nous avions menée à ce moment-là. Et on parlait aussi à un moment donné d'une opération Plume et Goudron, je crois, on l'appelle. Il me semble que j'appelle Mélenchon et je lui demande s'il ne voudrait pas participer à une opération de ce type. Et on sent qu'il est beaucoup plus légaliste que nous et qu'il y a une déception. On est un peu déçu par son comportement. Il pouvait se montrer très virulent dans les médias, à l'égard des médias, mais on a l'impression qu'il n'est pas prêt à aller plus loin. Donc oui, il y a une petite déception à l'égard de Mélenchon qui ne veut pas nous suivre. Mais après, c'est pas son boulot. C'est peut-être on attend trop de lui. Il ne faut pas attendre non plus trop de ses leaders politiques ou syndicaux. Ça, je savais pas qu'il était franc-maçon. Et peut-être, je sais pas si en tant que franc-maçon, il est forcément informé de l'existence du dîner du siècle, hein, mais il avait l'air sincèrement surpris de l'existence de ce club des élites françaises. Et sur le moment, moi, j'ai pas douté de sa sincérité, sur le moment en tout cas. Les trois ou les quatre. Euh, à l'origine de ce projet internet, il y a un Bordelais qui s'appelle Alexandre Borut, qui fait partie des gens qui militent pour un internet libre et indépendant, au sein notamment d'une association ou d'un collectif qui s'appelle la Quadrature du Net. Et Alexandre Borut, ça fait déjà plusieurs années de cela, m'avait dit il faudrait qu'il y ait un film, il y a un film qui est un site, lapsus encore, qui est un site qui permette aux internautes d'avoir une vue d'ensemble de ton travail. Euh, J'en ai parlé à CP Productions, à Annie Gonzalez, aux associés de CP Productions,
c'est un peu compliqué parce que si on met les films en libre, comment on peut ensuite les vendre en DVD? Enfin bon, ça posait tout un tas de problèmes, donc ça s'est pas fait. La mise en ligne gratuite de ces films-là, des films qui ont été produits par CP Productions. Mais pour le dernier, Hollande, DSK, etc., qui n'est pas produit par CP Productions, qui est une production sauvage, euh, on a décidé de se lancer dans cette aventure d'Internet, d'accès libre d'une enquête sur Internet. Et donc, on a ouvert un site. C'est lui d'ailleurs, Alexandre Borut, qui a créé ce site. Il y a eu 3-4 collaborateurs qui ont fait du graphisme, qui ont fait webmaster, qui ont fait tout ça. Et on a fait un appel à dons pour que les internautes financent ce travail. Il a permis de réunir plus de 30 000 euros, 32 000 euros je crois exactement. Et ce qui est à la fois peu pour un long métrage. Un long métrage ça coûte en gros 400 000 euros si on le finance à peu près correctement. Là on était avec une somme qui était plus de 10 fois inférieure. Mais ce n'était pas un long métrage non plus. On produisait une enquête qui était le remake, donc ou la suite d'une enquête précédente déjà produite en 1995 qui s'appelait Juppé forcément, sur les élections elle aussi. Donc ça demandait des moyens qui n'étaient pas très importants. Et avec 32 000 euros, on pouvait faire quelque chose d'honnête, de respectable. Donc on s'est lancé dans cette aventure en mettant en ligne en plus les différentes versions de travail de Hollande DSK, etc. Ce qui est quelque chose d'assez rare, que les réalisateurs, on est 4 co-réalisateurs sur Hollande DSK, etc. Julien Brigaud, Aurore Van Opstal, Nina Faure et moi. Et on a décidé de mettre en ligne les différentes versions parce qu'on voulait aussi être très réactif par rapport à ce qui se passait au moment de l'élection. On raconte comment les médias, dans Hollande DSK, etc., on raconte comment les médias présélectionnent un ou deux candidats, les poussent et écartent les autres, comment ils dénigrent ce qu'ils appellent les petits candidats, comment ils les écartent de la compétition électorale pour n'en privilégier qu'un ou deux, en l'occurrence dans un premier temps Dominique Strauss-Kahn et Nicolas Sarkozy, dans un deuxième temps François Hollande et Nicolas Sarkozy. Ils ne pouvaient pas, ils souhaitaient que ça ne se résume qu'à eux deux, le combat électoral pour la présidentielle de 2012, et en même temps n'assumant pas ce déni de démocratie, le fait de choisir à la place des électeurs pour qui voter. C'est pas eux de faire ce boulot-là, ou en tout cas qu'ils l'assument, mais ils le font pas, ils l'assument pas. Donc dans notre enquête, on souhaitait raconter le crime en train de se commettre, en quelque sorte, au moment où il était en train de se commettre, pas après qu'il soit commis. Parce qu'en général, ce que fait la télévision, c'est de nous raconter un scandale 10 ans après, 15 ans après, ou quelques années après. En ce moment, il y a tout un tas de téléfilms qui vont sortir sur les affaires de la mairie de Paris, sur comment Jacques Chirac, à la mairie de Paris, a créé des emplois fictifs, etc., etc. Mais c'est pas sur le moment que ça a été produit, ce genre de film ou de téléfilm ou de documentaire. C'est toujours après. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était profiter d'Internet pour raconter les choses au moment où elles se déroulent. Et il n'y a que Internet qui offrait cette souplesse-là. Donc on a mis en ligne des versions de Hollande, DSK, etc. avant même l'élection présidentielle. Avant même que le crime ne soit définitivement commis. Ça n'a pas changé grand-chose. On n'a pas réussi à changer le cours des choses. Bon. Mais il y a peut-être quelques électeurs qui sont allés voter en connaissance de cause, en sachant qu'ils étaient en train de se faire avoir, arnaquer par ces grands médias qui disaient en gros, votez Hollande ou Sarkozy, n'imaginez pas d'autre choix possible, il n'y a que ces deux-là qui peuvent gouverner le pays. Voilà en gros le message qu'ils faisaient passer ces grands médias. Il y en a eu 4 ou 5 en accès libre, jusqu'à la version finale qui a été achevée il y a à peu près un mois et demi, 2 mois, et qui a fait l'objet également d'une édition en DVD et de quelques projections de débat au cinéma, dans les salles de cinéma ou dans d'autres salles que les salles de cinéma. Mais c'est la première fois que moi je travaillais comme cela. Ça se prêtait tout particulièrement à cette enquête sur l'élection présidentielle. Je ne suis pas sûr que ce soit adapté à tous les films, mais à celui-là, oui. Euh, et on a permis aussi, grâce à Internet, de donner une visibilité assez importante à cet objet. Après, il ne faut pas se leurrer, il y a tout un tas de documentaires qui nécessitent des budgets beaucoup plus importants et qui ne peuvent pas être produits ou circuler de cette manière-là. Mais pour celui-ci, ça nous semblait relativement adapté. Oui, pourquoi pas, mais je ne suis pas producteur de mes films. C'est-à-dire que la plupart des films qui ont été réalisés depuis Pas vu, pas pris
ont été produits par des sociétés de production, comme CP Productions ou 3B Productions pour ce qui est de Choron Dernière. Donc je suis pas propriétaire. Si j'étais propriétaire des films, je pourrais effectivement décider seul ou avec les gens avec qui je travaille de les mettre en ligne. Mais là, c'est pas le cas. Donc ça pose des problèmes de droit que je peux pas résoudre pour l'instant. Après, c'est vrai que les films sont sur YouTube. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils profitent à des grosses compagnies, puisque YouTube c'est maintenant absorbé, ça a été absorbé par Google, et ils se font en quelque sorte du beurre sur notre dos, quoi, ce qui est quand même gonflé de la part des multinationales, comme Google ou YouTube. Mais les gens qui les ont mis en ligne l'ont pas fait avec cette intention-là. Ils l'ont fait pour les montrer à un plus vaste public. Le problème, c'est que souvent, ce sont des versions qui ne sont pas les bonnes versions, qui sont des versions tronquées, qui sont des versions parfois en VHS. Pas vu, pas pris, je crois que la version qui est la plus vue, c'est une version qui a été extraite d'une VHS, donc qui est vraiment dans une qualité très dégradée. Et je préférais que mes films soient vus dans une bonne condition, qu'on puisse les voir avec des qualités d'image correctes sur YouTube ou sur un site indépendant, ce qui serait quand même l'idéal. Donc à terme, j'espère qu'on réussira sur un site indépendant de YouTube, indépendant de Google, indépendant des grosses multinationales, dans un Internet vraiment libre, de les rendre visibles, de les rendre accessibles, de les faire circuler le plus largement possible, mais sans avoir affaire à ces grosses compagnies, quoi. Oui, parce que du coup, votre société de production, elle ne les interdit pas, parce qu'ils sont là, Non, elle doit être au courant qu'ils existent. bien sûr, non, on n'a jamais interdit quoi que ce soit et on va jamais faire une démarche pour interdire quoi que ce soit. Ce qui est embêtant, c'est quand même que ce sont des versions souvent pas définitives ou des versions de mauvaise qualité, et ça c'est quand même embêtant pour les spectateurs de découvrir les films dans ces versions-là, quoi. Non, je disais pas que la presse, je parlais pas de la presse indépendante, je parlais de la presse alternative. On dit toujours presse alternative, ce qui sous-entend que ça serait une alternative à la grande presse, hein, la presse aux grands médias. Or, c'est pas vrai, il n'y a pas pour l'instant d'alternative à ces grands médias. Les journaux indépendants qui existent, il y en a un certain nombre, hein, le journal Fakir à Amiens, là je parle des journaux de presse écrite, ou des sites, le journal CQFD, le Monde diplomatique, la revue 21, enfin il y a des journaux ou des revues indépendantes, il y a aussi sur internet des sites vraiment indépendants, mais ils ne constituent pas une alternative à la grande presse, quoi, qui raconte à peu près la même chose et qui défend le système actuel. Moi j'ai pas la solution, je dis simplement ne nous méprenons pas sur l'importance de cette presse alternative, ou dite alternative. Elle est minoritaire, marginale, elle ne constitue pas une alternative pour l'instant. C'est regrettable, je le déplore, mais en tout cas il ne faut pas la surestimer, quoi. Et après j'ai pas la solution. Il faut multiplier les médias indépendants dans tous les domaines, sur internet, au cinéma, à la radio, dans la presse écrite. Il faut faire en sorte qu'on puisse entendre d'autres sons de cloche que le son de cloche des grands médias. Euh, mais j'ai pas la solution. Il y a de toute façon un problème économique qu'il faut dépasser, qu'il faut résoudre. Euh, Pourquoi on n'a pas de médias vraiment alternatifs? C'est parce que personne n'est prêt à investir dans des médias anticapitalistes, dans des médias qui vont euh, se foutre de la gueule du capitalisme, ou qui vont présenter plutôt une vision du monde qui n'est pas celle des néolibéraux. Ça, c'est quand même le gros problème. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire de la publicité, on n'a pas les moyens de se faire connaître du grand public comme ceux qui ont déjà pignon sur rue. Mais là, moi, je suis pas prophète, hein, j'ai pas de solution. Là, je suis pas un spécialiste de cela, donc des vidéos conspirationnistes, des choses comme ça, genre, je vais sûrement dire des bêtises. Ce qu'on peut dire, enfin, en tout cas sur Internet, je vais repartir un peu en arrière, mais j'ai pas répondu complètement à la question précédente. Euh, Il y a des gens qui présentent Internet comme un espace de liberté totale, où on pourrait, ce qui est pas faux, on peut effectivement mettre en ligne des choses sur Internet qu'on pourrait pas voir dans les médias traditionnels. Mais pour trouver ces choses-là, c'est quand même très compliqué. On n'a pas tous les aptitudes ou les dispositions à aller chercher de la presse ou des médias indépendants sur Internet. Il
faut déjà savoir où les trouver. C'est pas donné à tout le monde. Donc quand on est naïf, quand on n'a pas d'aptitude particulière à aller, ou de prédisposition à aller chercher de l'information indépendante ou alternative, on va tomber sur les sites de TF1, on va tomber sur les sites qui ont des positions de pouvoir sur Internet, et Internet est un lieu de pouvoir aussi. Il y a des gens qui essaient de se battre pour avoir des positions d'hégémonie, pour être en situation d'hégémonie. Donc ne soyons pas naïfs, Internet n'est pas un lieu où on ne se ferait pas la guerre, où tout le monde aurait sa place, c'est pas vrai. Il y a, je ne sais plus qui me racontait que Free coupe le débit ou baisse le débit de je sais pas si c'est YouTube ou je sais pas quoi, enfin parce que ça n'appartient pas au même groupe. Enfin bon, il y a l'internet égaux pour tous, ça va probablement pas durer très longtemps. Et on va avoir un internet à plusieurs vitesses et il y aura probablement des vidéos qui sont favorisées par rapport à d'autres. Et c'est pas les vidéos des réalisateurs indépendants qui vont avoir l'accès le plus rapide ou le débit le plus rapide sur internet. Hein. Ça, il faut pas se leurrer. Donc ne soyons pas, pas d'angélisme avec internet, quoi. Ça reproduit, il faut s'en emparer. Moi, je pense que c'est une très bonne chose d'investir Internet, mais il ne faut pas imaginer que c'est un monde idyllique et que Internet va tout résoudre. C'est pas vrai. Ça va reproduire des rapports de force. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de rapport de force dans un lieu de pouvoir comme Internet. Partout où il y a du pouvoir, il y a des rapports de force. Non, mais oui, je vois les discours conspirationnistes. Est-ce qu'ils sont vraiment dissidents? C'est ça la question. Est-ce que c'est vraiment gênant pour le pouvoir? Il y a eu par exemple à une époque des discours conspirationnistes contre le communisme, fabriqués par les capitalistes. Donc présenter, expliquer qu'il y a un complot, que des gens complotent, tout ça, c'est une manière peut-être, c'est pas forcément un danger pour le système capitaliste. Ça peut peut-être même l'arranger finalement. Euh, de faire croire qu'il y aurait une personne ou quelques personnes qui seraient à l'origine de nos souffrances ou des souffrances d'une partie de la population ou de la domination qui dominerait les autres. Ne pas montrer. Alors, bien sûr qu'il y a des complots. C'est arrivé qu'il y ait des complots. Dans l'histoire, on sait qu'il y a des gens qui ont comploté à certains moments pour arriver au pouvoir ou pour se maintenir au pouvoir. Donc, il ne faut pas nier l'existence de complots. Simplement, ne se focaliser que là-dessus, je ne pense pas que ce soit très gênant pour le système capitaliste. Ça laisserait entendre qu'il suffirait d'éliminer certains pour que les choses disparaissent, pour que le système injuste de domination soit éliminé. Or, c'est pas le cas. C'est un système tellement diffus aujourd'hui qui a tellement fait de nous tous des consommateurs accros au dernier iPhone, au dernier je sais pas quoi, à Internet et tout ça, qu'il peut très bien se passer de complot. Voilà. Donc expliquer la domination, les relations de domination du système capitaliste par des complots, je crois que c'est faire fausse route, ça sert pas à grand chose et même ce n'est pas un grand danger pour le système. Oui, parce qu'il y a une vraie différence entre ce que vous faites et ces petites vidéos. Ah ben nous on n'est pas du tout dans un... Voilà, c'est bien ça. sûr, hein. Même si on peut aller attaquer des gens ad hominem, et ça nous est arrivé plusieurs fois dans nos films, d'aller dire un tel il est responsable de ça. Mais ils n'ont pas besoin de se concerter. Dans Hollande, DSK, etc., Jean-Michel Apathy, Nicolas Demorand, Laurent Geoffrin, qui font le même boulot, ils ne sont pas concertés. Il suffit qu'ils aient euh, qu'ils aient fait les mêmes écoles, il suffit qu'ils aient la même manière de penser, il suffit qu'ils vivent dans les mêmes endroits, avec les mêmes revenus, qu'il y ait une homogénéité sociale pour qu'ils défendent les intérêts de leur classe sociale. Et les intérêts de leur classe sociale, c'est souvent les intérêts des actionnaires des journaux dans lesquels ils sont. Donc il n'y a pas besoin d'un complot, c'est pas nécessaire. Il suffit que ces gens-là participent d'une classe sociale. Ça a été d'ailleurs raconté par Michel et Monique Pinson-Charlot, deux sociologues des riches, qui ont expliqué que la dernière grande classe sociale, la dernière classe sociale au sens marxiste du terme, celle qui a conscience d'être une classe sociale, c'est la haute bourgeoisie. Eux, ils savent très bien qu'il faut se serrer les coudes, ils savent très bien qu'il ne faut pas laisser rentrer d'intrus, ils savent très bien
comment se comporter pour conserver les positions de pouvoir qui sont les leurs. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'un complot. Cette explication-là est bête, quoi. Voilà. Je sais pas, enfin, Tapi est capable de tout. Dans... Je me souviens, il y a une conversation qu'on n'a pas encore mise à l'antenne, qu'on n'a pas encore mise sur Internet d'ailleurs, qu'on pourrait mettre un jour. C'est lorsque je tournais fin de concession, dans ce bureau, Bernard Tapie a fait un rappel par erreur sur son téléphone portable. Je l'avais appelé juste avant pour obtenir un entretien. On voit dans fin de concession qu'il n'a pas souhaité nous l'accorder sur la concession de TF1. Et il a fait un rappel par erreur. Donc on s'est retrouvé avec une conversation dans le bureau de Bernard Tapie, sonorisée par son téléphone, qui arrivait jusqu'ici. Et où il parlait de racheter Air France. En expliquant qu'Air France, je m'en souviens pas très bien, mais en expliquant qu'Air France, en gros, il parlait à un avocat d'affaires, hein, il parlait à ses conseillers fiscaux ou à des gens avec qui il faisait des affaires. Et il leur expliquait qu'Air France, de toute façon, ça ne sera jamais lâché par le gouvernement, donc c'est une affaire qui ne pourra jamais perdre d'argent, etc., etc. C'était vraiment drôle de voir ce capitaliste sans scrupules parler d'affaires de manière aussi ouverte. Et le fait qu'à un moment donné, il essaie d'acheter un journal pour éventuellement rentrer dans le jeu électoral à Marseille, ça n'a rien d'extraordinaire. Enfin, c'est pas étonnant de la part de Tapi, quoi. Il est capable de tout, ce type-là. Mais après, il faut faire attention avec Tapi. Tapi, c'est un parvenu dans cette histoire. Bon, il est riche, bien sûr qu'il est puissant aujourd'hui. Il a gagné beaucoup d'argent grâce à certaines de ses relations et du pouvoir qu'on lui prête. Mais il fait pas partie de la haute bourgeoisie qui, elle, n'a pas besoin d'acheter des journaux. Comment dire, les Bettencourt, pas Ingrid Bettencourt, Liliane Bettencourt, les Schlumberger, les grandes familles de la haute bourgeoisie française, elles n'ont pas besoin de méthodes de voyous. Leur méthode, leur manière de se maintenir au pouvoir, de maintenir leur patrimoine, leur fortune, leur pouvoir d'influence, est beaucoup mieux rodée que ça. Voilà. Pour eux, Tapi, c'est un parvenu, c'est un rigolo, c'est un charlot. C'est pas un type de leur milieu, quoi. J'ai pas d'avis sur Depardieu. Mais bon, souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt. On s'en prend. Oui, on va taper sur Depardieu, parce que lui aussi, c'est un parvenu, quelque part. Voilà. Les parvenus, ils arrangent bien le système, les parvenus. C'est les footballeurs aussi. Hein, c'est-à-dire des gens qui étaient pauvres, ou qui étaient d'origine modeste, et qui sont devenus tout d'un coup très riches, très vite. Et on leur reproche de se comporter pas bien. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire se comporter pas bien? C'est au lieu d'acheter une demeure discrète, au lieu d'être discret, c'est de ne pas l'être. C'est d'être de se comporter de manière ostentatoire, d'afficher sa richesse. Depardieu a fait photographier son hôtel particulier à Paris dans les pages de je ne sais plus quel magazine féminin. Les vrais riches ne font pas ça, eux. Les riches non parvenus, ceux qui sont riches de génération en génération, ils montrent pas, ils étalent pas leur richesse, ils restent discrets. Et on se demande presque si ce qu'on reproche pas à Depardieu, ou ce qui serait pas reproché à Depardieu par les journaux, des journaux possédés par ces grandes familles, ça serait d'étaler cette richesse alors qu'il faudrait la cacher, il faudrait... Donc c'est pas tant une critique de Depardieu ou de Bernard Tapie, c'est une critique de leur mauvaise manière. Voilà, ils n'ont pas les bonnes manières de la haute bourgeoisie. C'est presque ça qui leur est reproché. Soyez discrets, gagnez plein de fric, mais planquez-le, ne vous montrez pas comme des grands riches, ne provoquez pas, voilà, ne faites pas de provocation. Nous, les grandes familles bourgeoises, on sait comment se comporter. Vous, vous savez pas, vous êtes des malotrus. Voilà en gros ce qu'il leur a reproché à ces gens-là réellement, de mon point de vue.